Vous commencerez par les affaires non résolues, dit le chef de la police au détective qui vient d'arriver pour son premier jour au commissariat. Nous avons largement de quoi vous occuper, alors descendez aux archives et commencez. Le nouveau détective a hâte de s'attaquer à ces crimes non résolus. Résoudre des affaires négligées et oubliées est sa spécialité. Et il éprouve une grande joie à élucider des énigmes que personne n'a résolues. Le détective se rend dans une zone peu fréquentée du commissariat où il trouve la porte « Archives ». Dans la pièce, l'air est moisi. Le détective pose son sac sur une table, soulevant un nuage de poussière qui le fait éternuer. Il sort la liste des affaires sur lesquelles il est censé travailler et se dirige vers une étagère contenant des rangées de boîtes à preuves. Il en prend une et examine les dossiers à l'intérieur. Elle contient des rapports de police, des témoignages, des photos de la scène et des pièces à conviction. Des heures passent pendant que le détective parcourt sa liste, fouillant boîte après boîte, rapport après rapport. Il constate qu'il vaut mieux faire d'abord un survol rapide pour voir si quelque chose lui saute aux yeux avant de se plonger dans les détails. En descendant la dernière boîte que le chef lui a demandée, il remarque quelque chose. En haut d'une étagère, parmi des boîtes en carton identique, se trouve un bagage en cuir. Il ne peut s'empêcher de se demander ce que cela fait ici dans les archives. Est-ce une pièce à conviction d'une autre affaire qui a été laissée ici pour une raison quelconque ? Ou quelqu'un a-t-il juste oublié son sac après avoir consulté de vieux dossiers ? Quelle que soit la raison de sa présence, il a un travail à faire et enquêter sur ce sac n'en fait pas partie. Cependant, il sait qu'il ne pourra pas se concentrer sans connaître la nature et le contenu du sac. Il va s'autoriser un rapide coup d'œil, puis il retournera au travail. Le détective revient à l'étagère avec le sac. On dirait qu'il est là depuis longtemps. Il y a une couche de poussière dessus aussi épaisse que tout le reste dans la pièce. Il décroche le sac, souffle la poussière, le déverrouille et découvre à l'intérieur un dossier. Est-ce que c'est juste un autre rapport? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Peut-être qu'un jour, faute de boîte, quelqu'un a pris une vieille mallette à la place. Le détective sort le dossier et l'ouvre. Comme il s'y attendait, c'est encore un autre rapport d'enquête. Cependant, ce n'est qu'une seule page, avec plusieurs photographies agrafées dessus. Il retire les photos du rapport et les examine. Elles paraissent numérotées et la première photo montre un amas de liquide rouge et de morceaux semblant être de la viande ou des os. Les deux suivantes présentent des angles variés d'un cadavre mutilé. Il a été si violemment mutilé que la victime est à peine reconnaissable. Le détective agrafe les photos au rapport et le remet dans le dossier. Si ce meurtrier n'a qu'une page de preuve, il ne la revoit qu'après avoir résolu tout le reste dans la pièce. Le détective revient à la dernière boîte et feuillette à nouveau les dossiers d'enquête. Mais cette mallette en cuir et les photos à l'intérieur lui restent en tête. Il pense qu'il y a peut-être quelque chose. Sans s'en rendre compte, il se retrouve soudain devant la mallette. Il prend le rapport et examine à nouveau les photos. Encore une fois, il voit le cadavre défiguré sous différents angles. Mais la quatrième photo est complètement différente. On y voit apparemment des pieds en l'air, comme si la personne avait sauté pour prendre ses chaussures en photo. La photo a aussi une étrange décoloration autour des bords. Une erreur semble s'être produite lors du développement. Pourquoi cela figurerait-il dans un dossier d'enquête? Cela suscite sa curiosité. Il ne devrait pas perdre son temps là-dessus, surtout dès son premier jour dans un nouveau travail. Le détective remet tout dans le dossier et le repose sur l'étagère où il l'avait trouvé avant de décider d'en rester là pour aujourd'hui. Cette nuit-là, il se rend compte qu'il n'arrive pas à dormir. Le détective revoit sans cesse le visage défiguré chaque fois qu'il ferme les yeux. Pourquoi cette photo des pieds flottants? Que signifie tout cela? Son esprit s'emballe, cherchant un sens. Au moment où son réveil commence à sonner, le détective se rend compte qu'il n'a pas dormi du tout. Plus tard le matin, le détective revient au bureau du chef. Le chef remarque qu'il a mauvaise mine et lui demande si le travail le pèse déjà. Le détective a mauvaise mine et quelque chose dans la pièce le met mal à l'aise. Le plafond lui semble trop bas, comme s'il avait descendu d'un ou deux pieds depuis la dernière fois qu'il est si venu ici. C'est aussi très sombre. Comment travailler dans une pièce si sombre? Il se lève, demande s'il peut allumer d'autres lumières, puis les allume avant la réponse du chef. Le chef plisse les yeux à cause des lumières fluorescentes qui s'allument et dit au détective de retourner travailler et de s'assurer qu'il dorme un peu cette nuit-là. S'il échoue, ce travail n'est peut-être pas pour lui. Le détective retourne aux archives pour reprendre là où il s'était arrêté la veille et recommence à consulter les dossiers de sa liste. Mais bien sûr, cette mallette en cuir semble toujours être juste dans son champ de vision.
l'attirant, le suppliant de découvrir ses secrets. C'est ça, pense le détective. Il doit savoir ce qui se passe avec ce dossier, il n'a pas le choix. Il reprend la mallette, ouvre le rapport et commence à regarder à nouveau les photos. 3 photos d'un cadavre répugnant, vérifiées. La 4e photo montre les pièges de quelqu'un. Rien de nouveau ici. Il est maintenant temps de regarder enfin le reste. La 5e photo ressemble à la 4e, mais les pieds de la personne semblent un peu plus proches du sol. Attends une minute, est-ce qu'elles sont dans l'ordre inverse? Il regarde la suivante. Celle-ci ne montre personne. C'est une photo d'une table avec quelque chose d'écrit dessus, mais l'écriture est très petite. Il se penche et plisse les yeux, sans réussir à lire ce qui est écrit. Il court vers son propre sac et fouille jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait, une loupe. Il retourne vers la photo et avec la loupe, il peut enfin lire l'écriture. C'est au-dessus de toi. Il relève brusquement la tête et regarde au-dessus de lui. Mais il n'y a rien. Il rit pour lui-même. Bien sûr qu'il n'y a rien. Peut-être que le chef a raison. Peut-être que quelque chose l'affecte vraiment et qu'il n'est pas fait pour ce travail. Mais malgré tout, il doit en savoir plus. Il regarde la 7e photo. Il voit maintenant qu'il avait raison. Elles sont dans l'ordre chronologique inverse. Sur la photo suivante, il voit la personne qui a pris les photos s'approcher de la table. Sur la 10e photo, il les voit passer par une porte. Sur la 11e, il les voit ouvrir la porte de la pièce. Enfin, il arrive à la dernière photo. C'est une photo de la porte fermée de la pièce. Le détective peine à croire ce qu'il lit sur l'inscription de la porte. L'inscription sur la porte indique « Archives ». Le détective se lève d'un bond et se retourne, mais la pièce est vide. Il n'y a personne ici à part lui. Que se passe-t-il? Est-ce une sorte de blague? Il prend le rapport auquel les photos étaient attachées. Il doit y avoir des réponses là-dedans. Le document semble être un rapport de police standard qui a été rempli après la découverte d'un homicide. En haut de la page figure l'adresse où le meurtre a eu lieu. C'est exactement l'endroit où il se trouve maintenant, l'adresse du commissariat de police. À côté, il y a la date, mais c'est impossible. La date est celle d'aujourd'hui. Les archives recèlent de nombreux secrets, souvent dangereux, comme le savent bien ceux qui connaissent la fondation SCP. Le danger vient rarement du dossier dans les archives, mais c'est le cas du SCP-767, une série de photos mortelles de scènes de crime, bien différentes de ce qu'elles paraissent. L'SCP-767 est la désignation d'une série d'objets anormaux qui ont été récupérés dans les propres archives d'un commissariat de police. Elles incluent 12 photographies Polaroid nommées SCP-767-1 à 12 qui semblent être à l'origine des propriétés anormales de ces objets. Chaque photo est étiquetée de 1 à 12 en bas à gauche mais semble numérotée en ordre chronologique inverse. Lorsqu'on les regarde à l'envers, c'est-à-dire en commençant par la photo étiquetée 12, les photos montrent une perspective à la première personne de quelqu'un entrant dans une pièce et examinant une table. La table portera une inscription alternant entre les itérations de SCP-767 indiquant « C'est au-dessus de vous » ou « Sur le plafond », écrite avec une substance rouge ressemblant à du sang frais. Les photos suivantes continuent d'être prises d'une perspective à la première personne et montrent la personne prenant les photos en train d'être soulevée dans les airs au-dessus de la table avec des volutes de fumée noire visibles autour des bords du cadre qui ressemblent à première vue à des problèmes de développement photo ou à des dommages sur l'image. Les 3 dernières photos montrent un cadavre frais qui a été tellement mutilé par des lacérations qu'il est totalement méconnaissable, tandis que la dernière photo montre un corps qui semble avoir été pratiquement liquéfié d'une certaine manière, avec du sang et des viscères répandus dans la pièce. L'origine de ces photos est inconnue et on ignore si elles ont vraiment été prises ou simplement apparues ainsi. Après une semaine dans un nouvel endroit, les photos changent pour refléter une pièce du bâtiment où elles sont gardées, montrant la dernière personne ayant subi leurs effets effrayants. Nous en parlerons plus en détail plus tard. SCP-767 ainsi que SCP-767, 13 et 14, le rapport de police et la valise en cuir marron, toujours avec les photos, peuvent aussi changer selon leur emplacement. Le rapport de police affiche en haut une adresse et une date qui changent selon le lieu et la date actuelle du SCP-767. La mallette en cuir, elle, possède un monogramme doré modifiant le nom selon le propriétaire ou le responsable du lieu. Mais cela ne marque pas la fin des propriétés anormales du SCP-767. Les individus exposés aux photographies subiront un large éventail d'effets, en fonction de la profondeur à laquelle ils regardent dans la série de photos.
Ceux qui regardent SCP-7-167-1-A3 ne signaleront aucun effet particulier, en dehors de la réaction normale que l'on a en voyant un cadavre gravement mutilé, la plupart décrivant les photos comme étranges ou dérangeantes. Ceux qui regardent les photos numérotées de 4 à 6, cependant, rapporteront généralement avoir développé des sentiments de claustrophobie, beaucoup signalant également une nouvelle crise de nyctophobie, c'est-à-dire la peur du noir, ou plus précisément, la peur que de mauvaises choses puissent arriver dans l'obscurité. Ces peurs varieront également en intensité selon le nombre de photos visionnées. Les sujets exposés aux 7e, 8e et 9e photos ressentent un besoin irrésistible d'inspecter le plafond, la plupart levant brusquement la tête après avoir lu l'inscription sur la table. Lors des entretiens, les sujets ont décrit cette sensation comme instinctive ou comme un avertissement crié. Après cela, le sujet ressentira une sensation d'être observé et signalera généralement des frissons persistants. Ceux qui regardent les 3 dernières photos sembleront souffrir d'un effet de paralysie induite par la peur lorsqu'ils essaient de s'éloigner des photos. Une masse noire et effervescente nommée SCP-7-167-15 apparaîtra au plafond au-dessus du sujet. Elle n'a été signalée que par des témoins sur place car elle reste invisible sur les photos et vidéos. Des tentacules composés de cette matière gazeuse descendront de la masse et saisiront le sujet affecté, le soulevant dans les airs avant de l'attaquer violemment. Le sujet subira de profondes lacérations lorsque les tentacules le découperont avant de le détruire complètement, ne laissant derrière eux guère plus qu'une mare de sang et des morceaux de chair. L'origine, la nature et le comportement de ce nuage sombre de gaz restent inconnus. Toute tentative pour l'arrêter après qu'il ait saisi sa victime n'a fait que repousser les intervenants par une force puissante, les armes le traversant sans effet, sans causer de dommages à travers la masse. Depuis sa découverte par la Fondation SCP, plusieurs autres cas non résolus de victimes semblant avoir subi un sort similaire ont été identifiés et des enquêtes sur la mission sont en cours pour déterminer s'ils sont liés à SCP-7-167 et à l'entité 7-167-15. Les photos SCP-7-167-1-A12 doivent rester dans le rapport SCP-7-167-13, lui-même gardé dans la valise en cuir brun SCP-7-167-14. Le groupe est gardé dans un centre de confinement sécurisé de la Fondation SCP. Notre connaissance limitée de sa nature ou origine conduit à classer tous les objets anormaux du SCP-7-167, y compris SCP-7-167-15, comme Euclide. L'accès aux objets requiert l'autorisation écrite d'un administrateur de site niveau 4 minimum. Le SCP-7-167 n'est peut-être pas le dossier le plus dangereux des archives de la Fondation SCP, mais il est sans doute le plus dangereux au sens littéral. Il existe cependant de nombreux autres objets étonnamment dangereux qui peuvent vous affecter de façon que vous n'auriez jamais imaginée, comme le SCP-1000-875, l'automate d'échecs antiques, capable d'effets puissants qu'il faut voir pour y croire. Allez regarder cet examen de dossier dès maintenant et n'oubliez pas de vous abonner pour être le premier à découvrir la prochaine anomalie issue des archives ayant classifiées de la Fondation SCP.